Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce 14e Café Export, à ce premier café de la série estivale. Mon nom est Céline Châtaignier-Reboul, je suis commissaire à l'international. Je travaille en fait avec l'équipe de Thibaut Bréjon, donc le visage habituel du Café Export. J'ai le plaisir en fait d'animer ce premier café de l'été. Et aujourd'hui, en fait, nous allons parler de l'odorat, des voyages et de la démarche internationale en fait de la compagnie Stimulation Déjà Vu. Donc, je vais recevoir Audrey Bernard, sa fondatrice. Nous avons en fait près de 70 participants en fait aujourd'hui. Et puis, pour rappel, en fait, ces webinaires sont enregistrés. Ils seront accessibles sur le site internet de la Chambre ou sur la chaîne YouTube. J'en profite aussi pour remercier nos partenaires, donc Développement économique Canada, le ministère de l'économie et de l'innovation du Québec qui soutiennent nos activités, ainsi que EDC et la presse qui soutiennent spécifiquement le Café Export. Alors, le format reste le même. Dans un premier temps, nous allons décortiquer l'actualité internationale et puis dans un second temps, en fait, nous recevrons notre invité du jour. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, si vous n'étiez pas présent, nous accueillons aujourd'hui donc Audrey Bernard, qui est la fondatrice de Stimulation Déjà Vu et qui va nous parler justement de son produit qu'elle a mis en place, qui est basé sur tout ce qui est expérience olfactive sensorielle. Pardon. Alors voilà, je vous propose un café 100% féminin pour commencer l'été et sans plus tarder, nous allons passer à l'actualité. Donc Benoît, si on peut changer la slide, merci. Alors, le tour du monde, on va commencer par le Canada. Donc, on a une augmentation en fait de 6,7% des exportations en mai. Donc, un déficit commercial qui diminue. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On peut constater qu'il y a la reprise notamment de l'industrie automobile qui est conséquente et puis qu'on a une baisse des importations toujours du fait des difficultés en fait qu'on peut avoir au niveau de l'approvisionnement au-delà des frontières canadiennes. Dans cet article, en fait, il y a un commentaire finalement très optimiste de Peter Hall, qui est économiste en chef chez EDC, puis qui nous dit que le pire est derrière nous, qu'il y a un rebond et il est largement répondu. Donc, c'est plutôt une bonne note et c'est encourageant pour les mois à venir. Si on passe à la zone euro, donc en fait, on a un regain de l'indice des directeurs d'achat, donc l'indice PMI au mois de juin. C'est un indicateur en fait dont on avait déjà parlé dans un précédent Café Export et qui permet en fait de mesurer la santé économique, puis aussi l'activité finalement manufacturière d'un pays, d'une région. À titre informatif, en fait, on a un plafond finalement, un indicateur de 50, ce qui fait que quand on est en dessous de 50, on est en contraction, puis quand on est au-dessus, on est en expansion. Donc là, on est toujours en contraction avec 48,5, mais néanmoins, en fait, on constate une très forte augmentation en fait entre le mois de mai et juin, puisqu'on était à 31,9 au mois de mai. On peut voir aussi dans l'article en fait qu'il y a un focus qui est fait sur l'activité des services qui, elle aussi, en fait, a connu un très fort rebond sur le dernier mois. Donc, l'activité en fait repart assez rapidement. Et puis, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a un retard finalement au niveau du secteur des services en Allemagne, mais par contre, on est plutôt sur une croissance en fait dans ce secteur-là en France. Donc finalement, on a une situation qui est disparate en fait au sein de l'UE. Si on passe à l'article suivant, donc au niveau du Royaume-Uni, la plus importante contraction de l'économie depuis 79. Donc en 41 ans, en fait, le Royaume-Uni n'a pas connu en fait un recul de son économie si important. Donc on est à moins 2,2% pour la période janvier à mars. Tous les secteurs sont impactés. Le secteur des services aussi, qui représente à lui seul en fait 3/4 du PIB en fait du pays. Et ce qu'on constate aussi, et ce qu'on voit dans cet article-là, c'est que finalement la situation c'est largement compliquée au cours du mois d'avril, puisqu'il y a eu un recul de l'économie de 20,4%. Et en fait, c'est un chiffre qui est tellement important qu'il n'a jamais été si fort depuis qu'on a mis en place ces indicateurs-là. Pardon. Donc voilà, néanmoins, il y a des prédictions qui sont plutôt optimistes de croissance pour le troisième trimestre.
Et puis, c'est finalement lié aussi à l'annonce en fait du gouvernement d'investissement massif au niveau du secteur des infrastructures de l'ordre de 5 milliards de livres sterling. Si on continue notre tour du monde par l'Asie, donc le Vietnam, en fait, une économie résiliente qui prévoit une croissance positive en 2020. Cette croissance qui est prévue, elle est de l'ordre de 2,8%. Donc, contrairement à la majorité des pays dans le monde, au Vietnam, la situation économique est favorable. Ce qui ressort, c'est notamment du fait du succès de la maîtrise, en fait, de l'épidémie, puisque à date, finalement, on ne comptabilise en fait aucun décès lié à la COVID-19. On prédit aussi finalement une accélération en fait de cette croissance en 2021, notamment en fait avec la reprise du secteur touristique qui est actuellement en fait plus ou moins en attente. Comme la plupart des gouvernements, en fait, le gouvernement vietnamien a mis en place des mesures budgétaires qui sont de l'ordre de 3,4% en fait du PIB, donc qui sont très très importantes. Et en comparaison, en fait, sur le Royaume-Uni, on était à des mesures qui sont de l'ordre de 0,25 points du PIB. Donc, le Vietnam investit finalement massivement dans sa reprise. Ça reste néanmoins en fait une économie qui est liée à la demande externe, donc qui peut être fragile, mais le Vietnam arrive à tirer son épingle du jeu et notamment du contexte finalement géopolitique, donc la crise États-Unis-Chine, sur lequel en fait il arrive à se démarquer au niveau du secteur du textile notamment. Et le dernier article, en fait, au niveau de l'Asie, donc première balance commerciale en Inde depuis 18 ans. Donc, ce qu'on peut constater, en fait, c'est que les exportations ont bien repris puisqu'elles ont atteint finalement 88% de leur niveau de 2019. Les entreprises ne sont pas tout à fait ouvertes non plus. Donc, au niveau des importations, des achats et des dépenses, cela a diminué. Donc, on peut se poser finalement la question, en fait, de l'évolution de cette balance commerciale, finalement, avec la reprise économique totale au cours des futurs mois. Donc, voilà pour le tour du monde. Si on passe maintenant aux autres bonnes nouvelles, alors pour commencer, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais je dirais plutôt nuancée. Une reprise longue et lente pour les PME qui est prédite par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Ce qu'on peut voir en fait, c'est que 68% des entreprises québécoises sont ouvertes actuellement, contre 40% en fait des entreprises dans le reste du Canada. Donc, le Québec, en fait, s'en sort mieux que les autres provinces et c'est notamment du fait que les commerces, en fait, ont réouvert en amont, en fait, des autres provinces. Donc, ce qui a amorcé la reprise économique. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on parle de reprise longue et lente parce que 50% en fait, des entreprises québécoises envisagent d'atteindre le même niveau de rentabilité dans les 6 prochains mois. Et 28% d'entre elles d'ici plus d'1 an. Donc, cette reprise, effectivement, sera longue. Si on passe maintenant, en fait, au taux de chômage canadien, donc qui devrait être plafonné à 11%. Donc, c'est pareil, on est sur une bonne nouvelle, mais nuancée. Donc, on est sur un taux de chômage, en fait, qui est quand même extrêmement élevé, puisque en comparaison, en fait, quand on avait la crise financière de 2009, il était de l'ordre de 8,7%. Mais néanmoins, en fait, on a atteint un niveau de plafond, ce qui fait qu'il devrait en fait décroître sur les prochains mois. Et d'ici fin 2021, en fait, on estime qu'il sera entre 7,7 et 8,4, dépendant de s'il y a une deuxième vague en fait de reconfinement finalement. Également au niveau local, en fait, PME Montréal vient de mettre en place un nouveau service de soutien numérique pour les entreprises montréalaises.
Ce service, il a été mis en place en partenariat avec Emploi Québec. C'est un service gratuit qui vise à aider en fait les entreprises dans l'optimisation, l'implantation d'outils, notamment ce qui a trait finalement au télétravail. Donc ce service en fait est offert en 2 volets, soit un accompagnement à distance et personnalisé, ce qu'on peut appeler un service technique, ou alors par le biais en fait de formation à travers des webinaires. Donc je vous invite à aller en fait sur le site de PME Montréal si vous souhaitez avoir davantage de détails là-dessus. Et pour finir, une dernière bonne nouvelle et non des moindres, donc l'entrée en vigueur du nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique depuis le 1er juillet, donc qui remplace en fait l'ALENA. Donc 95% environ de l'ALENA va être conservé, mais ce qu'il est important de noter, c'est quelques changements au niveau notamment du renforcement de la propriété intellectuelle, des gros changements au niveau des règles d'origine en fait, surtout pour le secteur de l'industrie automobile. Donc, si vous faites partie de cette industrie-là, je vous invite à aller vous renseigner. Il y a d'autres changements aussi, mais qui sont un peu moins importants au niveau des règles d'origine dans le secteur du textile, le secteur chimique, la cosmétique, le pharmaceutique et les technologies de l'information. Donc, je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur cet accord et voir de quelle manière en fait vous allez être impacté. Sachez aussi que nous, on a un service d'aide à l'exportation. Alors, ça nous fera plaisir de vous aider. Ou alors de vous référer vers les bonnes personnes. Donc là, en fait, on vous a mis 2 liens de webinaires qui ont été organisés à la Chambre, en fait, sur justement, en fait, la thématique de la CEUM. Donc, je vous invite aussi à aller les visionner. Donc, ça fait pas mal le tour, en fait, au niveau de l'actualité. Je ne sais pas si on a quelques questions, Benoît. Je pense assez rapidement, en fait, vu le timing. Alors, merci beaucoup, Céline. Nous n'avons pas de questions sur l'actualité et le tour du monde. Donc, je te propose de poursuivre sur notre agenda et de poursuivre de poursuivre avec Audrey. Super. Donc, nous voici rendus en fait à la deuxième partie en fait de ce café export. Donc, notre invitée du jour, comme je le mentionnais un peu plus tôt, donc Audrey Bernard, la fondatrice de la compagnie Stimulation Déjà Vu. Audrey en fait a su exploiter finalement au niveau du secteur touristique le lien qu'on peut faire entre l'odorat, les émotions en créant des odeurs pour des lieux, pour des événements. Donc, merci en fait Audrey d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, ce que je te proposerais, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet finalement et puis que tu puisses te présenter, nous parler en fait de comment est née Stimulation Déjà Vu et aussi sur quels marchés internationaux vous êtes présents. Juste pour rappel, en fait, à nos participants, vous avez la possibilité de poser des questions dans le Q&A et puis on prendra 5 minutes à la fin justement pour les poser directement à Audrey. Donc, merci Audrey, je te donne la parole. Merci beaucoup, Céline, pour l'invitation. Bonjour à tous. Je vais me présenter encore Audrey Bernard, fondatrice de Stimulation Déjà Vu. Comme Céline l'a très bien décrit, nous, on fait voyager par le sens de l'odorat. Donc, en fait, pour faire bref, au départ de Stimulation Déjà Vu, nous, ce qu'on voulait faire, sûrement que vous connaissez le marketing olfactif qui peut ressembler à mettre de l'odeur de cuir au banc des chaussures. Vous connaissez l'aromathérapie qui aurait des vertus apaisantes pour la lavande, par exemple, ou encore la parfumerie, où la France est tout à fait le lieu, en fait, de renommée mondiale. Donc, nous, ce qu'on voulait amener, c'est quelque chose de différent. Donc, au départ, on est allé dans le médical. Donc, on a fait des recherches sur la stimulation olfactive par le souvenir. Donc, là, on amène un aspect nouveau qui est un souvenir réconfortant peut venir nous calmer versus en fait, la lavande qui serait anti-anxiogène. Donc, rapidement, on a fait des recherches universitaires. Au départ, la science n'était pas partie intégrante de l'entreprise, mais plus en partenariat. Donc, on a gagné notre pari. Donc, on a créé des expériences avec la synthèse, donc des souvenirs. La synthèse était utilisée en fait, pour enlever l'aspect naturel de l'essence, puis vraiment aller mesurer l'impact du souvenir. Puis effectivement, un souvenir réconfortant lorsqu'on travaille culturellement, générationnellement, en fait, avec la biométrie, peut nous amener des impacts émotionnels positifs.
sur une personne. Donc, ensuite de ça, de concours de circonstances, on s'est retrouvés à rencontrer le MT Lab. Pour ceux qui ne connaissent pas, le MT Lab, c'est un incubateur en tourisme, culture et divertissement. Puis déjà vu, on avait une expertise très, très nichée. Par contre, on ne voulait pas nécessairement commercialiser le côté médical. C'était beaucoup de la recherche, de l'implication sociale. Donc, quand on a rencontré Paul Arsenault, qui est titulaire de la chaire de tourisme à l'UQAM, qui a dit comment marquer la mémoire du visiteur, comment raconter les destinations autrement, bien là, il y a eu un coup de foudre avec le tourisme. On s'est dit, quelle profondeur! Il y a tellement d'histoires, plus il y a de destinations, plus il y a d'histoires à raconter. Puis effectivement, l'exportation est venue rapidement dans l'entreprise. Donc, c'est là qu'il a déjà vu a commencé ses premiers projets en tourisme. Donc, on a commencé avec l'Office de tourisme de Shawinigan, pour ceux qui connaissent en Mauricie. Donc, on a fait l'odeur de Shawi, une odeur de randonnée, de plein air et tout ça, donc très, très nature. Ensuite, on s'est promené à Tourisme Montréal. On a fait des congrès, des événements. Puis, rapidement, on a commencé à travailler en France. Puis, si je parle de la France, c'est vraiment super important pour nous parce que lorsqu'on est arrivé, on a eu un super bel accueil. Puis, que la France en fait, nous accepte parmi eux avec une niche qui est différente. On amène ça au niveau de la science, de la biométrie et tout ça. Donc, c'était vraiment une validation qu'on tenait quelque chose de différent. Puis, pour vous expliquer comment la biométrie fonctionne dans l'entreprise, nous, on dit qu'on développe des expériences, comme le disait Céline, olfactives et sensorielles de destination. En France, on nous a dit qu'on faisait du tourisme olfactif et culturel de destination, ce que j'adore aussi. Donc, qu'est-ce que la biométrie, la science vient faire là-dedans? L'odorat, c'est très perceptuel. Donc, personnellement, vous avez tous vos goûts lorsque vous sentez quelque chose, mais nous, on s'est intéressé aux facteurs culturels. Donc, comment est perçue une odeur selon la culture? Pourquoi on fait ça? Quand on veut communiquer une destination, si on veut communiquer l'hiver québécois à Cannes ou à Paris, on ne va pas mettre les mêmes référents en valeur. On va pas dénaturer le lieu, mais on va essayer de travailler l'expérience olfactive pour qu'elle soit adaptée selon l'émotion qu'on veut communiquer. Puis, rapidement, comment ça se décline? Mais ça peut être en diffusion, ça peut être par des objets olfactifs. On va sortir en septembre le coffret des odeurs de Montréal sous forme de jeu ludique, par exemple, où on doit associer les odeurs avec les lieux et les attractions. Donc, on a fait l'odeur du Mont-Royal après la pluie, l'odeur des Food Truck Festival. Fait que vous voyez, on n'est pas dans le parfum, on est vraiment plus dans l'odeur d'un lieu puis d'un événement, plus on le fait sous forme de jeu. Ensuite de ça, on peut le faire en structure éphémère ou permanente. Au Palais des Congrès, on a justement fait les portes de Montréal, où c'était une grosse structure, où les gens ouvraient la porte, il y avait l'odorat, il y avait la couleur, il y avait le son. Fait que c'est pour ça qu'on dit olfactive et sensorielle. Toutes nos expériences partent, tu peux m'arrêter, hein, Céline, si oui. En fait, toutes nos expériences partent de l'odorat parce que c'est ce sens-là qui est dominant, qui nous permet de nous replonger dans un lieu, qui nous permet de laisser un souvenir à quelqu'un, puis de réactiver l'émotion qu'on a vécue sur le lieu. Donc, puis ensuite, on complète avec les autres sens, surtout quand on est en événementiel. Donc, pour ceux qui s'y connaissent peut-être un peu moins, l'odorat est connecté avec le système limbique. Donc, c'est vraiment la mémoire des émotions. Ce qui est fort, c'est lorsqu'on a une odeur qui nous interpelle, bien, on va se replonger sur le lieu. Puis, je fais un parallèle, déjà vu aussi, a fait des ateliers avec la Société de l'Alzheimer de Montréal. Donc, on travaillait la mémoire longue, donc pour réactiver la conversation, toujours par le souvenir olfactif. Donc, il y a vraiment, lorsqu'on voyage, il y a tous ces souvenirs-là qui nous traversent le nez. Parfois, c'est conscient. Parfois, c'est moins conscient, mais déjà vu, grâce à la technologie, grâce aux matières, grâce à différents types d'expériences, on va venir rendre conscient cette expérience-là, puis raconter des destinations, ajouter des nouvelles mémoires au lieu. Puis aussi, dans le monde culturel, on est de plus en plus présent. On a fait d'ailleurs au Musée de la civilisation de Québec, si vous passez par là. On a travaillé avec un artiste autochtone, Jacques Newashish. C'est vraiment un privilège pour nous. Donc, on a développé une expérience olfactive autour de son œuvre Tipi pour amener toute la spiritualité autochtone et tout ça. Donc, on a vraiment travaillé de près avec le musée. Donc, c'est vraiment une belle collaboration qu'on a fait parce que lorsqu'on passe devant l'œuvre, on peut la ressentir autrement. Puis, on communique l'émotion de manière très intime parce que l'odorat, c'est dans l'air, puis ça vient vraiment communiquer avec nos émotions. Donc, voilà, Déjà Vu est un créateur d'émotions depuis le début, même si on était en médical, jusqu'à tourisme et culture. Puis, aussi, on continue nos expériences médicales. On fait actuellement à Strasbourg, avec des médecins de Strasbourg, une expérience olfactive VR
avec de l'hypnose. En fait, l'idée rapidement, c'est que pour diminuer la douleur dans les chirurgies mineures pour enfants, pour utiliser moins de médicaments, on crée un univers où le cerveau va complètement être disconnect, il va être comme dans l'expérience, puis comme ça, ils ressentiront moins la douleur. Donc, on fait des super beaux projets, on continue d'être dans le médical pour nous développer aussi. Ça nous fait des apprentissages. Puis en même temps, ben, c'est une implication qu'on fait aussi au sein de l'entreprise. Donc, ça, c'est très globalement, je dirais, déjà vu. Oui, merci Audrey. On comprend que vous évoluez dans un secteur, finalement, vous avez une approche très spécifique. Ce que je retiens, c'est que vous êtes développé aujourd'hui en France, principalement dans le secteur touristique. Quelle a été en fait la stratégie de développement sur ce marché-là, en fait? Est-ce que ça a été de participer à des événements? Est-ce que ça a été de trouver des partenaires locaux? Comment ça s'est passé finalement pour vous? Bien, ce que j'en tire de cette expérience-là, parce que ça s'est fait quand même rapidement, là, je pense que c'était dans la première année de l'entreprise, si on a investi, j'étais présente vraiment là-bas. J'ai fait en un an 5 conférences, je suis allée faire de la prospection, j'ai été invitée dans la communauté de la culture olfactive, donc c'est vraiment, il faut être là. Tu sais, d'être en ce moment, c'est difficile à dire parce que c'est sûr que le monde a changé au niveau d'être à distance, mais être ensemble, mais vraiment, le contact humain, ça remplace rien. Donc, moi, je me suis déplacée, puis aussi, dans le travail que je fais, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de découvrir les lieux. Donc, j'ai vraiment, je pense que j'ai fait en un an 8 voyages en France. Et c'était un plaisir, c'était vraiment pas difficile. Mais quand même, il y a vraiment un investissement de temps. Il faut être là parce que nous, en tourisme et culture, dès le 3e événement, on nous reconnaissait. Ah, ben, tu étais à l'autre événement, donc on créait des liens avec des gens. Puis, ben là, en fait, toute l'exportation en ce moment, on poursuit, mais autrement. Je pourrais en parler tout à l'heure. Mais oui, des partenariats avec l'Université des senteurs et saveurs qu'on a développés. Donc, communauté, partenariat, présence, prospection. Mais ce qui est merveilleux dans le monde du tourisme, c'est que le Québec et la France sont très connectés. Ça a été notre porte d'entrée. Puis, une fois qu'on est adopté, bien, on est adopté. Puis, Oui. le monde du tourisme est très chaleureux. Donc, tu sais, quand je visite un lieu pour un contrat, on me fait visiter aussi la destination. Donc, je pense que le tourisme et la culture est un super beau lieu pour développer les affaires à l'international, en tout cas de ce que j'en connais de la France. Oui, donc la présence, en fait, c'est un élément vraiment indispensable de ce que je comprends. Tu as peut-être eu des problèmes avec les douanes, avec 8 déplacements en France. Ben, j'ai commencé à avoir des questions à la fin, donc, mais Oui. c'est sûr, mais en fait, vu que je ne vendais pas de matériel et tout ça directement, c'est correct, mais c'est sûr que là, il faut que je suis avec le cabinet créatif pour me structurer aussi à ce niveau-là. Mais effectivement, qu'on commence à poser des questions aux douanes, mais étant donné que c'était pour des conférences et tout, absolument, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, pour cette première année-là, ça fonctionnait bien comme ça, mais ensuite, qu'on a commencé à faire des projets, bien, nos gestionnaires de projets d'ici sont partis là-bas. Donc là, on est vraiment dans une transition. Je ne sais pas quand on doit en parler dans la visio, mais tout a changé depuis la COVID. Mais où on en était déjà vu avant, on venait de faire une super belle mission en mars, Galerie Lafayette, le projet à Marseille, c'était la joie. Nous, on est revenus le 12 mars pour vous dire. Fait que ça commençait avant que Macron dise qu'il était en guerre. Tout était correct. Puis là, tout le monde a changé après ça. Mais en fait, on était vraiment dans une lancée en France. Donc, moi, je me déplaçais majoritairement pour faire le développement d'affaires. Puis encore, mes gestionnaires de projet, on pouvait fonctionner comme ça, mais on était en transition pour établir notre bureau dans le sud de la France pour plusieurs raisons, avec une personne qu'on a déjà recrutée. Et là, tout ça s'accélère étant donné que les voyages sont plus difficiles. Donc, tous ces partenariats-là qu'on travaillait nous servent énormément en ce moment pour garder le même rythme qu'on avait là, avant la situation que vous connaissez tous. Oui, justement, par rapport à la situation des derniers mois, ce que je trouve aussi très intéressant avec Déjà Vu, c'est qu'il y a eu finalement un changement stratégique radical. Vous avez su tirer parti, en fait, finalement, de la crise de la Covid en diversifiant vos produits, mais aussi en ayant une approche qui était à la base principalement B2B, qui s'est aussi orientée vers du B2C. Oui. Est-ce que justement, tu pourrais nous en dire plus parce que cette approche-là, elle est vraiment très, très intéressante. Oui, mais en fait, comme entrepreneur, quand tout ça est arrivé, j'avais un choix. Est-ce qu'on se met en hibernation ou Oui. est-ce que je garde mes postes? Donc, c'était la première, en 24 heures, j'ai réfléchi. Puis
ma réflexion n'a pas été très, très longue. J'ai dit, j'ai des créatifs à l'interne, on développe les odeurs nous-mêmes, on est comme indépendant de création. Donc, on est capable, nous, de travailler comme on travaille pas qu'avec des sous-traitants. Donc, on a vraiment une expertise à l'interne qui nous permet de créer. Puis, mon équipe est très créative. Donc, je leur ai dit, on garde tous les postes, mais comme on a un mois pour développer une idée, il faut vraiment qu'on sorte quelque chose. Puis, en fait, déjà vu, on travaille l'olfactif, on crée des expériences, on est générateur d'émotions, il y a beaucoup de stress, on peut créer du bien. Il y a des produits très, très forts qu'on connaît sur le marché au niveau des antibactériens. Donc, on s'est dit, on ne va pas faire comme une distillerie puis créer du purel, mais on va créer des solutions hydroalcooliques avec des histoires olfactives. Donc, c'est là que finalement, le B2C, on a fait notre plateforme transactionnelle en 3 jours. Donc, ça a vraiment été la folie. Donc, puis on s'est dit, on n'a pas accès à nos bureaux qui sont au Palais des Congrès. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas assez gros pour qu'on nous donne comme entreprise essentielle pour commencer. Donc, l'équipe, on avait un atelier un peu de Shawinigan à Saint-Eustache de Montréal. Donc, c'était vraiment une chaîne qu'on a créée rapidement. Puis, on s'est dit, est-ce qu'il y a une valeur à ajouter une expérience olfactive dans un produit sanitaire? Et la réponse est oui, 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 oui. Pour vous dire, là, à coût de 30 $ en 2 mois, là, on est plus élevé, mais on a fait 50 000 de ventes, ce qui nous a permis de payer une bonne partie de nos salaires pour le mois. Donc, en fait, l'idée, c'était de faire du bien puis de ne pas se dénaturer dans le produit. En fait, on voulait que ce soit pas un pivot, mais vraiment un produit connexe parce qu'on ne se cachera pas qu'en ce moment, déjà vu les projets, il y en a plusieurs qui sont sur la glace, mais le sanitaire a complètement pris de l'ampleur. Puis on a sorti je ne sais pas si vous connaissez Tourisme Express, c'est une revue ici. Oui, Tourisme Express, c'est vraiment la revue en tourisme pour tout ce qui se passe. Puis, c'est ça, on a sorti nos Sanistop. Donc, on a sorti des stations sanitaires expérientielles. Donc, on a encore trouvé une niche. On s'est dit, quand on accueille le client, vous l'avez tous vécu dans les épiceries, dans les magasins, on a peur de mettre le purel, c'est désagréable et tout ça. Donc, nous, pourquoi pas profiter de ce moment d'accueil-là sanitaire pour le rendre expérientiel. Donc, on a fait des stations colorées avec des expériences olfactives, puis on a eu des clients la journée qu'on a sorti Palais des Congrès, le Montville. Donc, rapidement, ceux qui étaient rendus à penser à l'expérience, on peut dire, on accueille nos visiteurs, puis on a envie qu'ils viennent encore, donc on va enlever ce côté-là anxiogène de la pandémie, puis on va ajouter de la couleur. On parle avec les galeries de la capitale, donc là, on élargit un petit peu plus notre corps. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le B2C, c'est une histoire, en fait, une entreprise, dans le sens que nous, on l'a fait, mais si on voudrait poursuivre à pousser le B2C, il faudrait vraiment qu'on développe une structure parce que on avait le temps de le faire parce qu'on n'avait pas de projet à gérer, mais c'est énergivore. Là. Vous avez connu les livraisons, on est tous passés par là. On a tous livré dans les temps, donc on est super heureux, mais c'était quand même une gymnastique. Mais l'équipe est restée motivée, on est fiers du produit. Puis là, en ce moment, ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que ce produit-là, on nous l'achète dans nos clients habituels, en tourisme pour remettre aux visiteurs, au congrès pour remettre aux congressistes. Donc, c'était vraiment la vision déjà vue, c'était de rester dans notre secteur, de faire un produit qui pourrait revenir après ça par des stations, des trucs plus entreprises. Puis, voilà, le scénario fonctionne. Puis là, on est vraiment très occupés. Puis, on a passé au travers sans trop s'endetter. Puis, en créant un produit qui, je pense, dans la prochaine année, sera notre produit principal. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que, justement, on a une demande à Marseille pour faire une solution hydroalcoolique avec l'odeur de Marseille. Donc, même la France, personne n'a sorti ça en France. Fait que là, en ce moment, par contre, on ne peut pas envoyer de produits, c'est trop risqué. Fait que là, avec les partenariats qu'on avait, on est en train de faire développer les produits là-bas, envoyer les recettes. Donc, en fait, tout ce qu'on a fait avant nous sert maintenant, mais on a changé notre manière d'exporter là, pour l'instant, en attendant de voir ce qui va se passer prochainement. Oui, c'était justement une de mes questions, en fait, de savoir s'il y avait des ambitions en fait, internationales pour ce produit-là, mais tu viens d'y répondre. Donc oui, la réponse est oui. En fait, on nous a demandé parce qu'en France, les offices de tourisme, c'est pas la même situation. Ici, ils dépendent des taxes. Là-bas, ils ont continué à rouler quand même. Fait qu'on a continué à parler de plus d'expériences olfactives de destination. Puis, on nommait ce qu'on a fait au Québec. Puis, c'est là qu'on a commencé à avoir de la demande. Donc là, activement, mon équipe, je dis, trouver des bons fournisseurs pour qu'on puisse produire là-bas. Donc, il y a toujours un moyen de le faire. Puis, on est toujours très heureux quand la France nous demande de travailler pour eux dans des choses qu'ils n'ont pas travaillé eux-mêmes. Donc, je crois qu'on aura ce premier produit là, très prochainement sur le marché français. On nous a aussi demandé les odeurs du Québec en France. On parle aussi de ça. Semble-t-il qu'on aime beaucoup le Québec. Alors, ça se pourrait aussi qu'on ait la gamme des odeurs du Québec là-bas aussi en vente.
Justement, en fait, si on revient en fait sur le marché français, donc votre marché en fait de prédilection actuel, comment s'est fait ce choix du marché-là? Tu parlais en fait de conférences, mais est-ce que vous avez fait une étude de marché? Comment c'est arrivé en fait la France dans le développement de Déjà Vu en fait? Est-ce que voilà, c'est quelqu'un qui vous a soufflé le mot en vous disant bah, viens participer à une conférence et puis c'est de là que c'est parti. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Oui, ben, je connais, tu sais, je suis bien le marché français, donc je connais bien marketing, où est-ce qu'ils sont rendus par rapport à la science aussi. Donc, j'ai vu qu'on Oui. avait une belle niche, mais c'est vraiment justement quelqu'un, j'ai rencontré un collègue en tourisme qui m'a dit, mais viens à Pau, c'est les rencontres e-touristes, c'est la plus grosse rencontre en tourisme en France. Puis il m'a dit, on va te donner 5 minutes, puis tu racontes ce que tu fais. Puis OK. Puis Ok. finalement, ça va être un bon test de marché rapide pour voir l'intérêt. Puis ensuite, ben, c'est là que ça a déboulé. Fait qu'en fait, les conférences, ça me permettait vraiment de voir la réaction des gens, puis Mhm. ensuite les retombées. Donc, c'était une belle manière qui coûte pas. En plus, je me faisais payer pour y aller, donc je pouvais gérer l'investissement. Donc, c'est vraiment le Mhm. retour direct qu'on a avec les conférences que j'ai trouvé super intéressantes. Donc, on a Mhm. fait Quai Branly à Paris, on est allé à Cannes aussi pour un événement touriste. C'était majoritairement touriste, tout ce qu'on a fait, tourisme et culture. Puis, Ok. ben, honnêtement, c'est la mise en relation. C'est vraiment ça qui nous a accéléré. D'aller D'accord. faire des cold-calls, cogner aux portes, je ne crois pas que ça en fait pas à cette vitesse-là. Dans le fond, on a été adoptés, puis on nous a poussés, puis à chaque conférence, on m'invitait à une autre conférence parce qu'on avait Ok. apprécié. Puis ce qui est intéressant, c'est que, surtout au niveau des présentations, la France et le Québec, c'est différent. Nous, Mhm. la France, il y a beaucoup de théorie, tout ça, puis nous, on est très pratique. Fait que je pense que ça fait du bien d'entendre des. Moi, j'ai eu une super belle réceptivité de ce côté-là, puis moi aussi, j'ai appris. Donc, je me suis fait influencer un petit peu, mais je pense que le côté pratique que nous, on amène dans notre pitch, dans nos présentations, là, est très, très bien reçu et très apprécié. Oui, c'est vrai, tu parles justement des différences culturelles. Donc, on sait que le Québec est très apprécié des Français. Les Français adorent les Québécois. Euh, Si on parle justement de percer le marché, en fait, est-ce que pour toi, ça a été un avantage, ce petit accent québécois? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel finalement tu as un peu appuyé pour avoir tes premières ventes? Ben, en fait, j'ai pas appuyé, mais j'ai pas changé mon accent. Puis, de OK. toute façon, il est beaucoup trop présent. Mais même si on est enregistré, je vais faire une confidence très drôle. J'étais avec Lafayette Paris, donc très, très, très stimulée par la situation. Donc, j'étais vraiment heureuse. Puis, à la dernière minute, il me demande est-ce que tu peux rester le lendemain? Mais j'avais vraiment mon avion qui partait. Je disais, ça va être compliqué. Il dit oui, mais moi, je ne pourrais pas faire ton accent québécois. Je dis, ah! Fait que, bref, je me rappelle, j'ai fait à 5 heures du matin avec mon téléphone qui fonctionnait à moitié, avec mes blagues du Québec. En tout cas, finalement, on a eu le contrat, fait que ça s'est bien passé. Mais OK. oui, effectivement, je pense que d'être authentique, moi, c'est ce que je dis aux gens, tu sais, Mhm. oui, il faut respecter la culture de l'autre, mais on n'est pas non plus à des opposés. Mais en même temps, il faut rester soi-même. Puis oui, effectivement, l'accent, en tout cas, en ce moment, l'accent québécois, c'est encore très, très in. C'est un avantage, c'est Oui. parfait. Justement, tu parlais des Galeries Lafayette à Paris, de Marseille un peu plus tôt. C'est pas forcément la même approche. La France a des disparités, en fait, même à Mhm. l'intérieur d'un petit pays. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti dans l'accueil, dans les relations avec les gens? Ben, Comment ça s'est traduit finalement tout ça? étonnamment, pas tant que ça. D'un office à touristes à Lafayette, Paris, j'ai été vraiment bien reçue. On m'avait dit des choses, de faire attention et tout ça, à certaines choses. Puis franchement, je ne l'ai pas, en tout cas pas encore, je l'ai pas Ok. ressenti. J'ai été bien reçue. Il n'y a pas eu de gros clash culturels. C'est sûr que, puis même au niveau hiérarchique, parce qu'on dit des fois le Québec, c'est un peu différent, tu sais, et tout Ouais. ça, mais rien de majeur. Tu sais, je ne sais pas si. J'aurais aimé ça de mettre plus de crunch, mais franchement, là, ça s'est super bien passé. J'ai eu un bel accueil. Je dirais peut-être plus que, tu sais, nous, des fois, sans vouloir trop généraliser, moi, je suis très à pic sur les suivis, puis parfois, c'est plus long. Fait que ça, je me suis Ouais. habituée à la longueur de retour, de réponse. Au début, j'étais stressée, genre, il y a peut-être quelque chose, tu sais. Puis non, finalement, les choses se font peut-être un petit peu plus lentement au niveau des affaires. Donc, j'ai ce rythme-là. C'est peut-être la différence que j'ai dû juste m'adapter à savoir quand il faut que je relance ou quand il y a un délai comme tout à fait normal. Fait que ça, Ouais. oui. Mais sinon, ça s'est relativement bien passé, mais c'est sûr que
comme j'ai expliqué, le tourisme et la culture, le Québec et la France sont très, très connectés, se connaissent bien, donc c'est une famille quasiment. Donc, c'est sûr que si on était dans un autre secteur, ce serait peut-être différent, mais en tout cas, dans mon expérience, j'ai pas eu de difficultés majeures d'adaptation culturelle. OK. Oui, tu parlais du délai de réponse. J'imagine qu'il est un peu plus long à Marseille aussi. Dans le sud, on prend plus son temps, c'est connu. Est-ce que c'est le contrat avec la ville de Marseille qui a été ta première vente finalement en France, ou c'était plutôt les Galeries Lafayette? Non, ça a été plus Si long, oui, Lafayette. ça a été plus Le long. sud, OK. ouais, le sud a été plus rapide. Finalement, ils ont été plus rapides. Oui, c'est ça. Oui, officiellement, ça a été Marseille. Puis là, OK. on a terminé la création. Puis là, ben, le déploiement a été retardé, mais là, on parle de septembre. Encore une fois, avec tout ce qui se passe, on a vu que l'Union européenne était ouverte, mais que la France, non pour les Canadiens, à part ceux avec un passeport. Fait que c'est là que, pour déjà vu, la personne qu'on a recrutée, il faut vraiment qu'on accélère les choses. Parce que là, c'est plus difficile Nous, on est organisé pour pouvoir produire là-bas et tout, mais encore une fois, les gens veulent nous voir sur place, ils veulent qu'on soit là, ils veulent quelqu'un qui représente l'entreprise. Donc, c'est là que on a fait la visite de bureau à Avignon cette semaine pour voir un local. Donc, tout ça s'accélère avec la COVID parce qu'on ne veut pas perdre le momentum qu'on a. Puis, à la distance, ça va parce qu'on se connaît déjà, mais pour faire du nouveau développement d'affaires et tout, là, il nous faut vraiment une personne sur place. Une personne, ça fait plusieurs mois qu'on parle avec elle, qui nous connaît bien, qui peut nous représenter. Donc, c'est un peu le défi qu'on a là, à la fin de cette année-là pour faire ça un peu plus rapidement que prévu. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un sur place en ce moment. OK. Oui. C'est sûr, c'est certain, c'est important d'être proche en fait de ses clients, puis d'autant plus avec la situation actuelle. Si je reviens en fait, ça c'est pour ma curiosité peut-être personnelle, mais aussi peut-être la curiosité des participants. Quand on parle de créer une odeur de Marseille, comment est-ce qu'on crée en fait l'odeur de Marseille? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que toi, tu t'es baladé dans Marseille pour t'imprégner? Est-ce que tu as discuté avec des gens? Et puis, une fois que tu es revenu à Montréal, en fait, pour créer cette odeur-là, finalement, elle est destinée à qui? Parce qu'on est sur le secteur touristique, mais si on est face à des touristes asiatiques ou des touristes américains, comment est-ce qu'on est capable de rassembler, en fait, autour d'une même odeur, puis de porter quelque chose de positif, finalement? C'est une excellente question parce que c'est ça un peu le cœur de Déjà Vu. En fait, nous, la biométrie, ce qu'on fait, mis à part les projets, on a une base de données où on collecte de la donnée continuellement. Donc, l'idée, c'est que parfois, ce qu'on cherche à avoir, c'est plus comme une odeur qui est universelle, mais qui va bien représenter la destination. Puis parfois, ça va être un public, comme par exemple un public asiatique. Donc, on va travailler différemment. Tu sais, disons, pour Marseille, c'était l'odeur internationale de Marseille. Donc, c'est pas idyllique. Tu sais, déjà, il y a des référents qui sont clairs, mais aussi on a travaillé sur ce Marseille-là renouvelé qui a été travaillé depuis 10 ans. Est-ce qu'on a une perception plus négative de celui-là? Puis moi, j'ai été complètement sous le charme. Puis oui, effectivement, ma première visite, c'était, étant donné que je ne suis pas née, moi, j'ai des nés dans l'entreprise. Moi, j'ai une expérience en parfumerie de base, mais mon objectif n'est pas d'être née parce que moi, je cherche des thématiques, je cherche des histoires à raconter au niveau olfactif. Donc, j'ai eu, en fait, un moment merveilleux où on prend le métro, puis en fait, il y a vraiment la place du Vieux-Port, on débarque, puis on est dans une zone de noirceur, puis on a le soleil, on a le fameux soleil, la chaleur de Marseille, l'accent des gens, les calanques, la bouillabaisse. Moi, en fait, je me promène, je parle aux marchands, j'essaie de développer un narratif pour raconter la destination. Puis, ensuite que j'ai tous ces éléments-là, bien, je reviens à Montréal. C'est là qu'on travaille avec les créatifs, avec les nez et tout ça. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir une histoire à raconter. Puis, dans ce cas-là, c'était international. Donc, on cherchait quelque chose qui était oui, signature, mais plus universel dans le cas de Marseille. Puis, pour Lafayette, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on travaillait en fait, de faire vivre un peu tout ce qui est anti-anxiogène, bien-être, mais de Paris dans Lafayette, puis dans la boutique qui est asiatique, vraiment aller chercher quelques référents typiques pour eux, juste pour améliorer le bien-être. Fait que dans ce cas-là, on avait plusieurs déclinaisons qu'on allait développer. Fait que la biométrie, à quoi ça sert? Parce qu'on ne veut pas non plus faire que de la science, puis on ne croit pas qu'il va y avoir une machine qui va nous produire un... Ben, il y en a là, qui ont sorti, mais
On n'y croit pas. Je pense que c'est vraiment 50% de science, 50% de créativité. Puis, si je vous donne un exemple très concret, si on est autour d'une table, on arrive avec 3 itérations, on en a 2 qui sont vraiment fortes, mais notre petit rapport qui dit, bien, auprès des gens qu'on a testés, bien, il y a eu 90% de joie qui est ressortie de cette création-là, puis c'est la joie qu'on veut mettre de l'avant. On a de la data. Fait que dans le fond, c'est pas du tout pour couper le travail créatif, c'est pour aussi avancer, étant donné que c'est perceptuel, l'odorat. Donc, nous, disons qu'on cherche à parler à un public français, bien, on va faire des tests en laboratoire, puis on peut aussi, comme on a fait dernièrement, aller faire des tests en boutique. Donc, l'idée, c'est qu'avec un équipement léger de biométrie, on passe dans le parcours, que ce soit un musée, tout ça. On est capable de mesurer l'émotion, le moment d'engagement dans le parcours. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, quand on peut aller jusque-là, on peut aller mesurer, en fait, les émotions avec l'interaction olfactive sur site, ce qui intéresse beaucoup la France aussi, donc qui est quelque chose qu'on fait. Donc, c'est toujours un équilibre entre cette science-là et cette créativité-là qu'on tente de chercher. Puis, si on a des touristes qu'on veut parler ou versus quelque chose de plus large, c'est là qu'on va travailler avec la data sur les premiers assemblages, puis ensuite, on va tester sur des participants, puis finalement, pour certains projets, on va tester sur site. Puis j'ai vu qu'il y avait une petite question dans le chat. Puis, dans le fond, je ne vois pas les produits sur votre site. C'est ça, en fait, le site est beaucoup plus large, mais après la conférence d'aujourd'hui, on va vous envoyer une présentation, dans le fond, avec Tout à fait. les produits dont on a parlé là, pendant la présentation. Oui, vous en saurez plus. Et puis, je vois que le temps, en fait, file rapidement. Tu nous as fait voyager là à Marseille. Ça me donne vraiment envie d'y être en ce moment. J'aimerais en fait que tu puisses nous dire aussi 2 mots. Je sais que tu vas organiser un événement prochainement au mois de septembre qui justement lie tout le sensoriel en fait au niveau du tourisme, puis avec une portée internationale et aussi sur un déroulement, on va dire, hybride, à la fois virtuel et puis physique. Est-ce que tu peux nous dire vraiment en 2 mots en fait quand est-ce que Oui. ça va avoir lieu, puis de quoi ça a l'air, s'il te plaît? C'est ça. Ben, en fait, avec tout ce qui s'est accéléré, là, le modèle est à terminer, mais on se retrouve avec une conférence sur le rôle des sens en tourisme et en culture en ce moment. Puis, on va inviter les gens au Québec et en France à créer des micro-rassemblements pour vivre la conférence. Donc, c'est un concept qui nous demande beaucoup d'énergie en ce moment, là, avec toutes les contraintes, mais l'idée, c'est qu'on puisse être ensemble à distance. Puis, éventuellement, l'année prochaine, c'est ce qu'on va voir comment les choses vont aller, mais il va y avoir vraiment un événement physique au Palais des Congrès où les gens vont pouvoir venir expérimenter ces expériences-là sensorielles, puis pour pouvoir se projeter dans leur contexte à eux. Donc, c'est vraiment une journée carrément d'expérience nouveau genre autour des sens en tourisme et culture. Donc, on a un événement hybride cette année pour annoncer l'événement physique normalement là, en 2021. Ok, parfait. Merci beaucoup. La dernière petite question que je voulais te poser était la première à qui on va la poser. En fait, c'est un peu le fil rouge finalement du café de l'été, mais c'est qu'est-ce que représente pour toi l'international? Qu'est-ce que représente pour toi Audrey, puis pour Stimulation déjà vue finalement l'international? Alors, ça peut être aussi très philosophique. On a 2 minutes pour ça, mais voilà, qu'est-ce que ça représente? Bien, personnellement, c'est la richesse, c'est la découverte, c'est essentiel comme entrepreneur de voir ce qui se passe ailleurs, de parler aux gens. Et, écoute, être entrepreneur déjà, c'est un apprentissage accéléré, mais depuis que j'ai commencé l'exportation, c'est inestimable tout ce que j'ai appris comme personne aussi. Puis pour Déjà Vu, ben, ça va de soi. On fait voyager par les sens. Donc, nous, on voudrait être vraiment international, puis on commence à penser à des nouveaux marchés. C'est pour ça qu'on est avec le cabinet créatif. Donc, naturellement, Déjà Vu pense être plus à l'international que garder son siège social ici, mais quand on regarde ce qui se passe, on risque de voyager encore beaucoup. Surtout que nous, on fait voyager par les sens, donc on doit comprendre les destinations. Donc, moi, chaque projet que je fais, je me déplace et je vais visiter le lieu. Donc, sinon, je ne peux pas travailler. Mais franchement, c'est vraiment une découverte de soi aussi autrement. Le partage avec les autres, c'est tellement riche. Tu sais, aussi sortir de notre cocon, là, tu sais, voir, il y a des choses magnifiques et des choses qu'on voit aussi qui sont plus difficiles. Parce que quand je vais visiter un lieu, moi, je me promène partout de manière sécuritaire, mais j'essaie vraiment de comprendre la destination.
pas seulement le côté qui est joli. Donc, c'est vraiment beaucoup d'apprentissage. Puis, pour toute l'équipe, en fait, on est toujours très, très, très heureux lorsqu'on a un projet à l'international. Il faut se structurer. Nous, on le fait vraiment de manière très improvisée au départ. Puis, c'est bien parce qu'on a pu tester rapidement la réactivité du marché. C'est pour ça ensuite qu'on a décidé d'aller au cabinet créatif c'est un peu à l'envers qu'on l'a fait, mais pour se structurer pour les nouveaux marchés où on n'a peut-être pas autant de connexions directes, mais on a une super belle histoire à raconter. Donc, c'est merveilleux. Puis, j'ai un coup de cœur pour la France. Voilà. Je suis avouée totalement. C'est vraiment là, un endroit magnifique. Puis, pour nous, la France, il y a tellement de territoires différents. Il y a tellement d'histoires à raconter au niveau de la culture, au niveau de la richesse de la nature. C'est un lieu idéal pour que Déjà Vu continue de se déployer. Puis ensuite, on a d'autres marchés visés. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Audrey, de nous avoir partagé ton expérience. C'était vraiment passionnant et inspirant. Je vous remercie tous pour votre présence. Je veux juste voir, est-ce qu'il y a peut-être une question qu'on pourrait poser avant de se quitter? Je sais qu'on dépasse un petit peu le temps, mais Benoît, dis-moi. Alors oui, malheureusement le temps file quand on est en excellente compagnie. Je vous invite à, si vous avez des questions, comme là on est un peu court sur le temps, de nous écrire directement à l'équipe du Café Expo. On fera un plaisir de soit répondre si c'est en compétence, sinon on transmettra ça directement à Audrey. Donc merci beaucoup Audrey d'avoir été avec nous ce matin. Et Céline, je vais te laisser conclure. Oui, merci beaucoup Benoît. Donc, merci à nouveau Audrey. Je vous rappelle simplement que le webinaire est enregistré, accessible pour rediffusion sur notre site internet ou sur la chaîne YouTube. Je remercie aussi nos partenaires, donc DEC, l'EMEI, EDC et la presse pour soutenir nos activités. Et je vous donne en fait rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain Café Export avec un nouveau visage et un nouvel invité. Et puis, si jamais vous voulez nous écrire, donc là, on a mis les coordonnées de Thibaut. Il me disait ce matin qu'il ne recevait pas assez de courriels, donc n'hésitez pas à lui en envoyer, ça lui fera plaisir. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.